Je commence par remercier Dr Mohammadi pour l'invitation, particulièrement avec un parterre de beaucoup d'amis, un patron du métier, je l'appelle toujours mon patron, un patron pédagogique, un patron international. Donc vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Et puis je te remercie encore moins, parce que c'est vrai que tu m'as proposé le sujet par rapport à ma responsabilité sur un service de réanimation spécifique à la femme enceinte. Le challenge était comment adapter ça à un public plus large que des réanimateurs obstétricaux, parce qu'il y a même des réanimateurs qui ne maîtrisent pas la particularité de la femme enceinte. Donc je me suis dit que je vais me challenger encore plus, et je vais essayer de rendre cette session interactive, et je vais gérer le temps pour aboutir comme Bouchra à 0 à 30 à 20 minutes pile. Donc je vais descendre par lui. Je vais commencer par une question. L'insuffisance respiratoire aiguë chez la femme enceinte, pourquoi elle est particulière? Allons-y. Parce qu'il y a un bébé en plus, exactement. Parce qu'il y a deux vies. Deux vies chez une population, bon, le petit qui va naître et qui va avoir tout un avenir et qui peut le perdre. Et puis, c'est des femmes qui sont jeunes. C'est une population jeune. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'obèse, de sujets âgés, il y a beaucoup de pathologies dont vous avez parlé. Ce n'est pas vraiment le sujet ici. Secondo, pourquoi cette situation est particulière? Oui, les modifications physiologiques chez la femme enceinte. Donc, diaphragme, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Oui. D'accord. Donc, c'est essentiellement le volume du bébé au fur et à mesure de la grossesse qui va augmenter, qui va... Oui, donc il y a d'une part une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle, oui. D'autre part, il y a la fréquence respiratoire, avec des retentissements sur la capnie, on va le voir par la suite. Il y a des modifications hémodynamiques, je ne vais pas rentrer beaucoup sur ça. Il y a quoi d'autre? Il y a une grosse augmentation. Donc le problème, c'est qu'elle désature très rapidement. Et si elle désature très rapidement, on va se confronter à un certain moment, particulièrement les réanimateurs, à l'intubation, les voies aériennes. Donc il y a des problèmes de voies aériennes avec le démuqueux prononcé, donc difficulté d'intubation majorée. Il y a une imprégnation hormonale qui fait, il y a d'une part l'horizontalisation, il y a l'ouverture du sphincter inférieur de l'œsophage, donc dès qu'elle perd la respiration ou il est sédaté, on s'expose à un syndrome d'inhalation massive dans des situations comme ça. La capacité résiduelle fonctionnelle, la consommation d'oxygène, ce qui fait qu'il y a une désaturation extrêmement rapide en cas d'apnée. Ce qui fait que si vous êtes confronté à ce genre d'insuffisance respiratoire chez la femme enceinte, que ce soit dans un cabinet, ou bien aux urgences, ou bien en salle d'accouchement, il faudra connaître certaines choses. Donc je commence par une situation, 32 ans, dyspnée aiguë, SPO de 86 à l'air ambiant, tachypnique et tachycarde. Et donc ma question, faut-il s'alarmer chez cette patiente? Quand s'alarmer? Quels sont ce qu'on appelle les red flags? Ça veut dire qu'il faut mobiliser des moyens, appeler le réanimateur, commencer à faire quelque chose. Oui, donc on va commencer quelque chose et voir si elle répond rapidement ou pas, parce que sinon elle va désaturer très rapidement. Oui, oui. Mais les red flags, moi je veux les signes d'alarme qui doivent... La saturation, 86, c'est pas bien. Oui. Ah, ben, dès le respiratoire, vous êtes pour la majorité des pneumos. Non, avant la tension. Dans l'école francophone Eli, on nous a dit quand il y a un malade qui s'aggrave, on va voir la fréquence cardiaque, on va voir la tension artérielle, mais on oublie la fréquence respiratoire.
Donc, il y a beaucoup de publications. Donc, je vais faire rapidement. Si vous avez ça, c'est une catastrophe. Il faut appeler à l'aide, il faut mobiliser une ambulance, il faut la transporter en réa. Cette dame ne doit pas rester dans un secteur qui n'est pas adapté à sa prise en charge. Et donc, il y a les signes cliniques à fréquence respiratoire supérieure à 24, difficulté de la parole, s'il n'arrive pas à terminer ses phrases, les signes de lutte, donc les tirages, le truc, l'hypoxémie malgré une oxygénothérapie, ça a été bien dit, docteur Lalami, la faillite de la compensation, et donc là, je reviens à ce que vous avez dit, une hyperventilation, ce qui fait qu'il y a une capnie chez la femme enceinte qui est basse, d'office, qui va être un élément très très important quand on va parler ventilation par la suite. Et forcément, quand il y a des signes neurologiques ou un contexte critique, notamment la prééclampsie, parce qu'il peut faire des insuffisances respiratoires aiguës à l'occasion d'une prééclampsie. Ça vous va? C'est des signes, l'alerte. Je reviens au cas. Et donc, quel support ventilatoire? On commence par de l'oxygène, mais qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Oui, oxygénothérapie au débit, oui. Quoi d'autre? VNI, oui. Ou la ventilation mécanique carrément. Mais le choix de monter en puissance ou bien de priorité de stratégie va dépendre de quoi? De l'étiologie. On continue le cas. Donc on a beaucoup de perspectives. L'oxygène standard, au débit VNI est carrément intubé. Ça dépend du mécanisme sous-jacent. C'est extrêmement important. Et donc, le temps que vous mettez de l'oxygène, le temps que vous appelez à l'aide, que mobilisez quoi que ce soit, vous pouvez commencer le diagnostic parce que c'est extrêmement différent. Alors, pour commencer l'orientation diagnostique, c'est quoi le pivot? Je vais continuer le plaidoyer de Bouchra. L'échographie pulmonaire. Pourquoi? L'échographie pulmonaire, basique. Ouais. Donc vous pouvez en un coup de sonde vous orienter. Est-ce que le poumon qui est malade, ou bien il est noyé, ou bien il n'est pas malade? On est d'accord? Et quelle est la particularité de l'échographie? Elle est accessible, elle est facile, elle est même portative avec du wireless, donc elle permet de différencier le mécanisme. Elle est facile, rapide, répétable, accessible. Exactement. Et aucun danger, c'est la femme enceinte. Donc vous pouvez très facilement déterminer des profils. Les B-lines, c'est l'OAP. La consolidation, c'est le poumon qui est malade. Il n'y a rien. C'est le neurologique ou bien autre chose, l'embolie. On va voir. Ça vous va? OK. Alors, interprétons cette dame que je vous ai présentée au début. L'INB, des l'INB. Quelle est la particularité des l'INB ici? Oui, c'est un syndrome. Intéressant, qui est important pour moi. Le nombre, la bilatéralité et l'homogénéité. Donc, diffuse bilatérale, pas de consolidation focale et une distribution homogène. Et là, c'est l'OAP. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On est d'accord que c'est l'OAP gravitique, oui. C'est un œdème aigu gravitique. Hein. Alors, dans notre contexte, on est tout à fait d'accord. Dans notre contexte, au Maroc, la valvulopathie mitrale. Ça, c'est l'une de nos premières raisons de ces situations-là dans mon service. Deuxième situation, la prééclampsie. La prééclampsie. Elle laisse la prééclampsie parce qu'il y a une atteinte myocardique dans plus de 40%. Ce n'est pas la peine que je sorte les études, mais il y a une atteinte myocardique. Et puis, il y a le remplissage qui est entraîné par les prescripteurs, plein de raisons. Et une autre pathologie spécifique à la grossesse qui est extrêmement intéressante à connaître. Là.
de l'OAP gravidique, est-ce que c'est la ventilation ou le traitement le plus important? C'est le traitement de l'étiologie, bien sûr associé à la ventilation. Tafkin, on est d'accord? Ok. Et donc, stratégie respiratoire. Là, est-ce que l'oxygène va servir à grand-chose? Et donc, quel est le traitement respiratoire de référence, le plus important? Wesh la VNI ou la PEP? C'est la PEP. C'est la PEP. Bien sûr, c'est la VNI. Quand vous avez de l'eau en mettant une pression positive, elle va permettre d'améliorer rapidement l'oxygénation, de diminuer la post-charge et de réduire le travail respiratoire. Donc l'oxygène seul dans ces situations-là, d'œdème aigu gravidique, de différentes origines, est souvent insuffisant. Et donc on a besoin d'une pression positive qui va améliorer l'oxygène très rapidement. Et donc, entre-temps, si c'est de l'hypertension, c'est le traitement anti-hypertenseur. Si c'est de la défaillance, c'est les inotropes. Voilà. Ça vous va? Ok. On passe à une autre situation? Et si c'était... Ah, la mazel. Puisqu'on est dans la VNI, j'allais sauter. Quelle interface? Ouais. Oui. Elie a parlé de l'italienne. Alors nous, on est très à l'italienne. Ah oui, nous c'est ça. Depuis le H1N1, notre pratique dans notre service, on n'utilise pratiquement que des casques. Hein? Alors, Goulier, oui. Non, mais je sais ce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je parle de l'helmet, mais il ne faut pas être claustrophobe. C'est un apprentissage de toute une équipe, il faut qu'il y ait de la maîtrise. Ça nous permet exactement de maintenir des heures et des heures sans problème. Et puis si jamais il a besoin de boire, de manger, on l'ouvre un petit peu, on lui donne. Et donc il faut vraiment... Nous, c'est notre pratique. Ça permet la tolérance prolongée, ça permet une stabilité de la PEP. Et bien entendu, c'est un travail d'équipe la VNI. Les gens doivent utiliser ce qu'ils maîtrisent avec des protocoles appropriés. Réglage. Oui. Ça rejoint, effectivement. Donc c'est 5 à 10. 5 à 10 de PEP. Là, FIO2 est ajusté à l'oxygénation. Alors nous, on met de l'aide inspiratoire. Nous, on met dans notre pratique, c'est aide plus PEP. Et généralement, on s'en sort très bien avec ça. L'aide, on met généralement 15 d'aide. La VNI, chez la femme enceinte, hein, avec l'estomac qui est plein, les sphincters inférieurs de l'œsophage. Donc, vraiment, il faut le mettre et rester à côté, ne pas bouger, évaluation continue, parce que, d'abord, ne pas s'exposer aux complications de la VNI, et secondo, ne pas s'exposer à se retrouver en une situation d'intubation en catastrophe ou bien un arrêt cardiaque qu'on va retrouver par la suite. Donc, vraiment, c'est des choses... la femme enceinte est particulière par rapport à cet exercice-là. À un certain moment, Elie était contre-indiquée au départ. Ouais, la femme enceinte était contre-indiquée au départ. Deuxième situation, fièvre, syndrome inflammatoire, infectieuse. Diagnostic. La diagnostic, le pivot diagnostic. L'échographie. L'échographie, toujours l'échographie pulmonaire. Qu'est-ce qu'elle montre, l'échographie pulmonaire? La condensation, oui. 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 Bronchogramme aérien, qui est visible à l'échographie. Et on peut avoir des lignes B. Oui, on peut avoir des lignes B, mais localisées. Et donc vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais.
Donc consolidation subpleurale, parfois avec une réaction pleurale. Les lignes B qui sont localisées. Donc généralement, vous voyez une partie où il y a des lignes B, une partie où des lignes A. Et le bronchogramme aéré. Ah, je dois accélérer. Bon, mon message, c'est l'échographie. Alors, première intention dans les SDRA hypoxémiques, c'est l'oxygène 100%. Il y a eu un article la semaine dernière, je ne sais plus, est-ce que c'est Nejm ou Jama, qui a comparé dans les SDRA infectieuses hypoxémiques au débit versus VNI, il n'a pas trouvé pas de différence de mortalité. New England, voilà. Nejm. Oui, mais ce n'est pas la femme enceinte. Jusqu'à maintenant, la littérature qu'on a sur la femme enceinte, l'oxygène... Ah, chez moi... Ouais. L'essentiel, oui. Ouais. Là, ce n'est pas chez la femme enceinte. L'article qui est publié, qui est récent, énorme série, la femme enceinte, elle était exclue. Ah, hein. Et donc, mais de toute façon, théoriquement, le haut débit, tolérance maternelle optimale, lavage de l'espace mort, on l'a utilisé chez nous, mais souvent on passe vers la VNI très rapidement avec notre technique qu'on maîtrise des casques, des helmets. Donc l'épreuve de prudence, la VNI bien entendu, et puis l'escalade pour l'intubation. L'intubation tardive est catastrophique. Donc retenez si hypoxémie persistante, si troubles neurologiques, si fatigue, ou si un risque majoré d'inhalation, là il faudra appeler le réanimateur, et le réanimateur, ils connaissent la femme enceinte, il y a tout un préparatif à faire. Principe de la ventilation invasive, c'est les mêmes principes que le SDRA, c'est une ventilation protectrice, avec une stratégie de protection rigoureuse, sans dérogation pour la grossesse. 4 à 8 millilitres par minute, PEP adapté à la fois à l'oxygénation et à l'hémodynamique, parce que ça empêche le retour veineux, et la pression plateau, moins de 30. La spécificité chez la femme enceinte, c'est l'hypocapnie normale. Donc il ne faut pas aller dans l'hypercapnie permissive, il faut normaliser la capnie. Il faut respecter ça. Donc maintenir les objectifs gazométriques physiologiques gravidiques. Et puis, dans les centres experts qui ont l'habitude et de la femme enceinte ou de ces techniques, il y a le décubitus ventral, on l'a fait chez la femme enceinte, il y a des mesures particulières de positionnement pour libérer l'abdomen. L'ECMO aussi, c'est des centres qui maîtrisent ça. L'embolie pulmonaire sur l'échographie, rien. Et le traitement, il est étiologique, il n'est pas ventilatoire. Vous êtes d'accord? L'asthme aigu grave, la particularité, c'est que dans la ventilation, il faut allonger le temps expiratoire. Donc, le rapport I sur E et la fréquence respiratoire qu'il faut baisser. L'asthme aigu grave, on ne devrait pas arriver à la ventilation. Il faut rester à côté et nébuliser, 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 et normalement, on s'en sort sans aucun problème. Pour moi, un asthmatique, il doit être anticipé à domicile, il ne doit pas arriver dans des situations d'urgence, et s'il est aux urgences, on doit rester à côté, jusqu'à ce qu'il devienne parfait. L'intubation chez l'asthme aigu grave c'est un échec de toute l'équipe et de tout le système. Tu es d'accord, Elie? Le neuromusculaire, ben, vous maîtrisez mieux que moi cet aspect, parce que nous, on a particulièrement des décompensations de myasthénie, notamment. L'obstétrique, c'est la maman qui prime. Clairement, il ne faut pas tergiverser, il faut que la décision soit multidisciplinaire, notamment avec vous, les pneumos, les cardios. Sur le moment, les indications sont claires. Ce n'est pas la césarienne ou l'accouchement qui va sauver la maman de son insuffisance respiratoire aiguë. Et c'est la maman qui prime. Voilà, j'ai fini. 0. La conclusion, il la voit un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Adib?
Merci beaucoup. C'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de poser à un doyen. C'est la formation. En fait, la courbe d'apprentissage et la formation, quand on part d'un niveau 0 et qu'on doit acquérir le b.a.-ba de l'échographie pleurale, pulmonaire, diaphragmatique, c'est combien d'échos, combien d'heures, combien de procédures. On sait que pour faire de la chirurgie de l'aorte, il faut avoir opéré 10 000 patients. Donc là, il faut faire combien d'échos pour être vraiment capable d'influencer, comme tu disais, la décision? Il y a des guidelines pour les POCUS. Pour moi, pour le LUS, pour le LING, je pense 3 heures de formation est largement suffisante. Et 20 à 25 échographies, on est totalement autonome. Je ne sais pas si tu l'accordes. Professeur Behlaoui. Merci. Voilà, après une absence de plus d'une année, je suis de retour. Vous allez devoir me supporter encore. Marhaba bik. Et comme j'ai dit à mon ami Azdine, c'est une ambiance qui me manque. Sincèrement, j'ai raté plein de congrès, aussi bien la SMMR, la SMAC et votre congrès, mais je suis très content d'être là aujourd'hui et je profite de l'occasion pour remercier tous mes camarades ici. Qui m'ont soutenu pendant un moment très très difficile. Très très difficile. J'ai de la chance aujourd'hui de première présentation à laquelle j'assiste, celle de mon ami Ahmed, comme je l'appelle toujours. Et moi, je ne suis pas étonné de voir cette présentation de cette manière, avec une typographie. Tu sais que je suis un peu pointueux sur la pédagogie. Pour l'information, je viens de dire à mon ami, pendant l'année, j'ai réussi à écrire 3 bouquins de pédagogie, consacrés à la pédagogie. Le 3e, il est consacré exclusivement au stage hospitalier. Il va sortir bientôt, donc il est sous presse. Donc, la présentation, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est d'autant plus dans la dynamique de groupe. J'insiste beaucoup sur ce genre de... Elle est assistée par l'IA. Oui, j'ai vu. Là, je vais revenir sur l'IA par la suite. Donc, c'est-à-dire que moi, on dit beaucoup de choses sur l'IA, mais moi, je pense que l'IA, il faut bien l'utiliser. Et on ne peut l'utiliser correctement parce qu'on sait son sujet, qu'on connaît son sujet. Si on vient et on utilise l'IA, on va aller dans le mur. Mais par contre, si on a le bagage de base, on peut bien sûr critiquer, on peut même remettre en question tout ce que nous propose l'IA. Ça, tu sais que c'est un point très important que je défends toujours. Moi, je pense qu'il y a une petite faille un petit peu dans la présentation du cas. Vous avez présenté la patiente, on a parlé un petit peu de la physiologie de la femme enceinte, on a parlé essentiellement ça. Mais j'aurais bien aimé de présenter la femme avec l'âge de la grossesse. Parce que j'avais des diapos de plus par rapport à la formation, j'avais des diapos par rapport à la corticothérapie, parce qu'elle, c'est une indication de corticothérapie. C'est-à-dire l'âge, c'est-à-dire qu'on m'a dit 30 semaines, j'ai entendu moi c'est 30 semaines, mais à aucun moment on l'a pris en considération dans le raisonnement clinique. Ouais. Et quand tu as commencé, je croyais que tu vas lancer ton ou-clap pour faire passer par la salle. C'était l'indication effectivement de le faire. Mais en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses, mais on n'étant pas réanimateur, mais pneumologue de formation, donc bien sûr il y a des choses qui me vont, la physiologie de la femme enceinte, etc. Donc merci beaucoup. J'ai pris la parole surtout pour remercier mes camarades, et en particulier mon ami Azdine, et te féliciter pour cette clarté de la présentation, avec l'aide de l'IA ou pas l'IA, mais c'est la personne qu'on voit ici qui a présenté comme elle a présenté. De toute façon, même si vous ne l'aviez pas dit, j'allais vous demander votre débriefing par la suite. Bien, merci beaucoup. Merci.